Bonjour, bonsoir plutôt. Nous allons commencer dans quelques petites secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour ce deuxième Facebook Live que j'organise, suite à la tribune que nous avons écrite à plusieurs voix il y a quelques semaines de cela, qui s'appelle Je signe Bretagne, et qui a atteint aujourd'hui à peu près les 900 signatures, pour essayer de définir ensemble un projet pour la Bretagne que nous pourrions présenter lors des élections, des prochaines élections régionales. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation difficile qui est évidemment cette pandémie. Nous devons tous rester extrêmement prudents. Quand le renard libre est dans le poulailler libre, il faut faire très attention. Quand le requin blanc libre est dans la piscine libre, il faut vraiment faire très attention. Ceci étant, nous sommes surpris évidemment par les difficultés dans lesquelles est le gouvernement aujourd'hui à imposer par le haut des décisions qui parfois ne sont pas comprises du tout par nos concitoyens. Et nous pensons exactement aujourd'hui à la situation faite à nos commerces en Bretagne, et notamment à nos derniers commerces, les communes de Bretagne, la région Bretagne, les départements, l'établissement public foncier de Bretagne ont beaucoup investi pour sauver, rétablir dans les bourgs et centres-villes nos derniers commerces, qui aujourd'hui sont fermés alors qu'ils pouvaient tout à fait remplir très convenablement même les gestes barrières qui sont tout à fait logiques. Donc nous sommes là encore dans une société difficile qui est gouvernée par le haut et qui ne fait pas de confiance en ces territoires. Et ce n'est pas parce qu'à l'Assemblée nationale on parle de territoire et on parle de proximité que pour autant, dans la réalité, il y a une vraie volonté de l'État de travailler, notamment avec les élus locaux, mais aussi avec les associations de citoyens et avec les entreprises locales. Donc j'ai eu plusieurs questions qui m'ont été posées en amont. Une première question qui concernait le ferroviaire en Bretagne. Donc c'est un sujet extrêmement important. Donc nous avons une politique forêt ferroviaire qui date depuis longtemps donc, en Bretagne. Et cette politique devrait être consolidée, mais également il faudra améliorer les dessertes, et en particulier ces lignes qui sont abandonnées, qui devraient être réouvertes, en tout cas réutilisées. Et à chaque fois qu'il y a une élection régionale, à chaque fois on parle de réouvrir ces lignes, et ça n'est pas fait. Deuxième chose, on parle des trains de nuit, c'est quelque chose que j'ai connu, moi, au départ de Brest souvent, et avec des enfants en particulier qui pouvaient partir en vacances tard le soir et arriver à Paris pour prendre un autre train. Et ces trains étaient extrêmement pratiques et permettaient de voyager à moindre coût et à des horaires très différents. Donc il faudra améliorer tout ça, mais je pense que ce qui nous est dit, y compris par la SNCF, et aujourd'hui, c'est une question de connexion en définitive, de connexion entre les différentes mobilités. J'ai pu, en tant que président d'une communauté de communes, travailler sur les intermodalités avec le premier service de vélo assistance électrique qui arrivait jusqu'aux gares TER. Et là, on pouvait prendre également le TER, bien entendu, mettre le vélo dans le TER et aller sur Rennes en particulier. Donc nous avions essayé d'améliorer cette intermodalité en prenant comme modèle un peu ce qui se passe à Copenhague. Quand vous allez à Copenhague, vous pouvez décider de partir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous avez une connexion et cette connexion vous amènera à un bateau, vous amènera à des vélos, vous amènera à une aire de covoiturage, vous amènera à une mobilité qui est donc tout à fait fluide.
on en est loin en Bretagne du fait d'une pensée en réseau, d'une pensée plutôt en sillon, qui ne nous a pas amené au contraire à une politique en réseau. Et nous devrons essayer de faire en sorte que les gares SNCF en particulier, y compris les petites gares, puissent être mieux connectées aujourd'hui au reste des mobilités. Il y avait une autre question qui portait, je crois, sur des questions de représentation de Je signe Bretagne. Donc Je signe Bretagne, c'était un texte qui a été écrit pour essayer d'impulser et de voir ce qui pouvait être un projet futur pour les élections régionales. Donc ça n'est pas une liste constituée, ce sont des personnes qui simplement ont pris des positions à un temps T. Ces personnes aujourd'hui travaillent. Nous sommes à peu près une cinquantaine aujourd'hui à travailler d'arrache-pied pour bâtir des propositions. Et nous attendons simplement les dates des élections régionales qui ne sont toujours pas fixées pour que nous puissions engager notre projet et vous le présenter de façon plus claire. Nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui pour des raisons purement juridiques, pour des raisons de compte de campagne, pour des raisons de légalité. Mais nous sommes prêts et nous présenterons ça en temps utile, j'espère très prochainement. Mais vous l'avez vu comme moi, les élections ne sont pas fixées. Et on nous dit aujourd'hui que, compte tenu qu'on ne peut pas faire de campagne électorale, je dirais de campagne électorale à la papa, du porte-à-porte, eh ben, on supprime les élections. Donc ce n'est pas du tout acceptable. Il faut au contraire trouver les moyens de maintenir les élections et de trouver les moyens de faire campagne, peut-être de façon différente, certainement de façon différente, en raison de ce foutu Covid-19 qui bouscule vraiment beaucoup nos vies. Donc je vais répondre à vos questions, si vous le voulez bien. Elles arrivent au fur et à mesure. Peut-être la première question. Pour l'instant. Donc j'attends que vos questions puissent venir. N'hésitez pas. Nous avons quelqu'un qui est à côté de moi et qui va noter toutes ces questions pour que je puisse éventuellement y répondre. Je voudrais, puisque vous me laissez un peu de temps sans question, de revenir sur cette question démocratique de la date des élections. Normalement, le code électoral prévoit que c'est le ministère de l'Intérieur qui décide, enfin qui annonce la date des élections dans l'année où elle doit avoir lieu, c'est-à-dire en 2021. Et elle doit être annoncée pour permettre une campagne électorale qui doit durer 6 mois. Donc là, le gouvernement n'a pas publié les dates des élections et a laissé passer la période des 6 mois. Ce qui fait que de facto, les élections sont reportées, sans décision, sans discussion au Parlement, sans concertation avec qui que ce soit. Donc c'est quelque chose qui est un peu troublant. Nous savons que la position du président de la République, qui a, dans un communiqué en juin, souhaité reporter les élections après les élections présidentielles. Il sait aujourd'hui qu'il perdra les élections régionales. Il veut les reporter après les élections présidentielles, en espérant qu'après les élections présidentielles, comme c'est toujours le cas en France après les élections présidentielles, l'ensemble des élections sont remportées par le président qui vient ou la présidente qui vient d'être élue. Donc ça n'est pas une situation satisfaisante sur le plan démocratique. Si on regarde sur le plan purement de la santé publique, il est vrai que nous pouvions espérer peut-être, enfin nous avons suggéré en tout cas, dans plusieurs communiqués de presse en particulier, nous avons suggéré que nous pourrions peut-être déplacer au maximum les élections régionales au mois de juin, parce qu'au mois de juin, si vous voulez, c'est déjà l'été, les bureaux de vote qui sont tenus uniquement par les communes, ce sont les communes qui tiennent les bureaux de vote, il n'y a pas de chauffage dans les bureaux de vote, on peut aérer très facilement, on peut faire aussi des queues à l'extérieur qui permettent d'attendre en toute sécurité et d'avoir donc, comme nous savons le faire dans les mairies, avoir une parfaite sécurité pour tout un chacun qui voudrait aller voter. Donc le mois de juin nous paraît une bonne décision. Reporter ça après les élections présidentielles, ce serait, je le dis comme je le pense, un véritable coup d'État. D'autres questions? Alors je vois une question. Comment passer d'une politique d'appel à projet à une politique différente qui prenne en compte les propositions? Alors,
c'est fait partie aujourd'hui de ce que nous sommes en train de réfléchir avec des juristes, avec des avocats, avec des directeurs généraux de services. Nous pensons qu'il serait extrêmement urgent en Bretagne de supprimer tous les appels à projets et les appels à manifestation d'intérêt. Pourquoi? Parce que, d'une part, cette notion d'appel à projet, ça n'a pas toujours existé. C'est quelque chose d'assez récent. Ça a pu donner un souffle à la Bretagne, d'ailleurs, il y a quelques années de ça, puisqu'il y a quelques années, nous étions dans une logique de guichet. Donc, il y avait un guichet, il y avait des sommes qui étaient allouées, les premiers arrivés étaient les premiers servis, chaque conseiller régional avait son enveloppe en quelque sorte, et puis quand l'enveloppe était dépassée, eh ben, on attendait l'année suivante pour demander les subventions. Donc la notion d'appel à projet a donné un souffle véritablement, et a mis une dynamique en Bretagne qui a été la dynamique de projet. Malheureusement, de fil en aiguille, de mois en mois, d'année en année, ces logiques de projet sont devenues extrêmement lourdes sur le plan administratif, sur le plan bureaucratique, au point qu'il y a plus d'argent aujourd'hui mis dans les procédures que dans les actions elles-mêmes. Donc nous devons mettre fin à ça, parce que c'est aussi également extrêmement injuste. Vous avez des structures importantes qui sont solides sur le plan financier, sur le plan technique, qui ont des directeurs ou des directrices des appels à projets. Ils regardent les appels à projets et puis ils vont créer ou constituer ou fabriquer de toutes pièces un projet pour pouvoir rentrer dans l'une ou l'autre des cases prévues par la technocratie. D'autres projets, au contraire, qui sont très intéressants sur le plan de l'action concrète, ont des difficultés à rentrer dans les cases de ces projets. Et souvent, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils modifient leur projet pour rentrer presque de force dans l'une ou l'autre des cases. Et quand ils sont dans les cases, il y a une grande difficulté pour en sortir. On ne peut pas en sortir, on est bordé par des conventions, par des financements, par des procédures de toutes sortes, des comités de pilotage, des réunions à n'en plus finir. Et c'est donc que ça bloque la société française. Et puis, il y a toute une partie de la population, une partie des entreprises, une partie des collectivités aussi, une bonne partie des associations, qui ne proposent pas de projet tellement c'est lourd, tellement c'est compliqué, tellement c'est exténuant, et ils préfèrent vraiment ne pas en déposer. Donc c'est particulièrement injuste. Donc nous travaillons pour changer ces modes qui sont les modes de gouvernance de la région Bretagne, et nous proposerons très probablement aux Bretonnes et aux Bretons une autre mode de fonctionnement qui sera des appels à propositions. Les appels à propositions, ça consiste tout simplement à dire voilà, nous avons un challenge pour la Bretagne, voilà le challenge, par exemple le challenge maritime. Nous avons une ambition maritime pour la Bretagne, nous voulons que la Bretagne recommence à regarder vers la mer, qu'il y ait un récit maritime. À ce moment-là, vous, Bretonnes et Bretons, vous, entreprises, vous, collectivités territoriales, vous, collectivités locales, vous, associations, vous, entreprises, vous, groupes de citoyens, qu'est-ce que vous avez à proposer, qu'est-ce que vous proposeriez pour que cet imaginaire, ce récit de la Bretagne vers la mer soit une vraie réalité. Et les services de la région Bretagne et les élus, bien entendu, regarderont toutes les propositions, toutes vos propositions. Ces propositions seront budgétées, elles seront expertisées, elles seront aidées pour que l'ensemble de ces propositions fassent le projet maritime de la Bretagne. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui peuvent arriver. Je regarde. Donc, un autre sujet qui apparaît ici, c'est la question de l'ensemble de la gouvernance de la région. Vous savez que nous parlons depuis de très nombreuses années, et il y a presque un consensus aujourd'hui sur, bien sûr, la Bretagne à 5 départements. D'ailleurs, nous, on ne parle même pas de Bretagne à 5 départements, nous parlons de Bretagne. Voilà, la Bretagne, pour nous, c'est dans une entité culturelle et géographique extrêmement pertinente, donc nous la défendons depuis toujours. Mais on parle surtout de l'Assemblée de Bretagne. Alors voilà quelque chose qui revient aussi à chaque élection régionale. Et à chaque élection régionale, on s'aperçoit qu'on n'y est pas arrivé, que l'État ne veut pas, que les collectivités de Bretagne sont aussi plus ou moins timides. Bref, ça ne fonctionne pas. Donc nous avons cet objectif de l'Assemblée de Bretagne. Nous l'avons même fait expertiser, puisque nous avons à l'époque proposé un projet de loi à Jean-Jacques Urvoas, qui était à l'époque président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il avait dit voilà
un projet à constitution constante, est-ce que ce projet serait légal, est-ce qu'il serait constitutionnel? Et ces services, les services de l'Assemblée nationale avaient répondu que oui, c'était tout à fait faisable à constitution constante. Donc je suis allé à Ajaccio récemment, où j'ai rencontré Jean-Guy Talamoni, Gilles Séméoni, leurs services, pour essayer de voir comment fonctionnait l'Assemblée corse, avec un exécutif d'un côté et une Assemblée de l'autre qui définit en définitive la politique régionale. Donc il y a une grande avancée, c'est pas tout à fait ce qu'il faut qu'on fasse en Bretagne. De toute façon, on ne serait pas autorisé à le faire par le gouvernement actuel en tout cas. Donc nous avons décidé de travailler sur un autre objectif qui est un objectif qui nous est imposé par la loi, qui est la rédaction d'un règlement intérieur. Ce règlement intérieur, donc, nous allons le proposer de telle manière à avoir au moins un exécutif qui peut-être sera relativement léger en nombre, qui sera également transversal, et une deuxième partie de l'Assemblée régionale qui travaillera avec les conseillers régionaux et surtout en liaison très forte avec les pays de Bretagne. Les pays de Bretagne qui viennent d'être supprimés par un trait magique aujourd'hui par la région Bretagne. Si vous allez sur le site de la région Bretagne, vous ne trouvez plus les pays de Bretagne. Comment ça se fait alors que c'est si important, puisque c'est dans ces pays-là aujourd'hui que se fait la démocratie, que se font les idées, c'est là que vont émerger la Bretagne de demain. Donc c'est sur la base de ces pays que nous allons évidemment travailler. Nous mettrons également en place une convention citoyenne qui fonctionnera un peu sur le modèle d'une cour d'assises et qui permettra, si vous voulez, de mettre sur la table des sujets qui aujourd'hui sont des sujets clivants, des sujets dont on ne sait pas trop quoi faire. Par exemple, l'un des premiers sujets sera la question des aéroports en Bretagne. Donc cette convention citoyenne pourra travailler sur ce sujet. Il y aura une moitié de conseillers régionaux qui seront invités à participer à cette convention citoyenne et une moitié de citoyens qui seront tirés au sort selon des procédés de démocratie directe que l'on connaît bien maintenant. Et cette convention citoyenne qui sera réunie sujet par sujet, ça changera à chaque fois de convention citoyenne, à chaque fois que le sujet sera différent. Et cette convention citoyenne pourra tout à fait convoquer les experts qu'elle souhaite pour se faire une opinion et proposer à l'Assemblée générale, à l'Assemblée régionale, un vote sur cette question, par exemple, que je viens d'évoquer, la question des aménagements aéroportuaires en Bretagne. Plusieurs questions. Oui, il y a d'autres questions. Alors, régionalisme, est-ce un gadget qui permet de faire venir des touristes l'été, ou alors une façon de voir un projet politique autre émerger, et surtout comment s'affranchir de l'administration jacobine? Alors, oui, le régionalisme, c'est une vieille aspiration démocratique. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle avait été défendue très fortement par Michel Rocard, qui déjà en 1966, à Saint-Brieuc, prenait une gestion différenciée de la République, à constitution constante. C'est-à-dire, il disait comment on ne pouvait pas gérer, si vous voulez, les 3300 km de côte, donc déjà il intégrait la Loire-Atlantique, comment on gère la Franche-Comté ou le bassin parisien. Donc, nous revendiquons depuis longtemps une régionalisation. Ça avait été promis par le président Mitterrand, qui l'avait fait avec des lois de fer, qui avaient été des vraies lois de décentralisation, et depuis on est quasiment resté en panne, et plus on va dans le temps, plus l'État reprend ses prérogatives, avec des lois comme la loi NOTRe par exemple, dont il maîtrise l'ensemble en fait de la gouvernance par des schémas qu'il impose, des schémas directifs qu'il impose. Donc il nous faut passer vraiment à une autre étape. Comme nous pensons que le gouvernement ne va pas nous donner une nouvelle étape de la régionalisation, nous allons le faire par nous-mêmes, avec les moyens que nous avons, à constitution constante, justement en renversant cette méthodologie, cette administration actuelle de la région Bretagne sous forme de projet, ou d'appel à projet, ou d'appel à manifestation d'intérêt, par des appels à propositions. C'est quelque chose qui sera assez nouveau, et peut-être que d'ailleurs dans les lois qui relèvent de la décentralisation, mais qui relèvent de la différenciation aussi, peut-être, en accord avec toutes les forces politiques, nous arriverons à imposer notre règlement intérieur et en faire une constitution bretonne, et d'autre part, imposer notre mode de fonctionnement dans le cadre de la différenciation
qui est autorisé aujourd'hui à constitution constante. Donc non, la régionalisation est vraiment un sujet démocratique majeur. Il faut faire confiance aux territoires, il faut faire confiance aux gens qui habitent dans les territoires. Ils ont des solutions, ils ont des propositions, ils ont envie de les faire dans le cadre du territoire qu'ils connaissent bien, c'est leur commune, leur communauté de communes, leur pays, mais ils veulent aussi le faire dans un cadre plus général qui est celui de la Bretagne. Alors, deux questions autour de l'agriculture. Est-ce que l'on peut imaginer une Bretagne exemplaire en permaculture, agri et développement de systèmes citoyens? Et puis, je la couple tout de suite, quelle agriculture bretonne est désirable pour qu'elle soit respectueuse du vivant? Donc nous pensons développer, si vous voulez, toujours plutôt des challenges, plutôt des ambitions très fortes. Nous allons proposer, nous sommes en train d'y réfléchir, d'y travailler très fortement, de proposer en lieu et place du produit intérieur brut, donc, que vous connaissez bien et qui est un indicateur comme un autre, mais qui est un indicateur de richesse capitalistique, je dirais. Nous allons essayer d'aller abandonner de notre logiciel de réflexion. Nous sommes intéressés aussi aux indicateurs de bien-être territorialisés, que j'ai eu la chance de pouvoir permettre l'expérimentation avec l'Université de Rennes 1 en économie il y a quelques années, autour de Michel Renaud. Donc, ce sont des indicateurs intéressants parce qu'ils permettent d'échapper à la statistique pour essayer de voir comment les gens vivent leur territoire. Nous allons proposer aux entreprises et à la Bretagne dans son entier un nouvel indicateur qui est le produit intérieur net de tout impact négatif sur l'environnement, la santé et l'emploi. Donc, quand on a dit cette belle ambition, elle est extrêmement difficile à faire, c'est-à-dire comment on peut emprunter la nature sans détruire la nature, comment on peut avoir une économie sans impact négatif sur l'environnement et la santé, comment on peut faire une économie qui soit intégrée dans la nature et pas qui ne s'oppose pas à cette nature. C'est une ambition extrêmement difficile à réaliser, mais elle n'est pas du tout étrangère aujourd'hui, y compris aux entreprises. Vous avez par exemple l'origine green irlandais, qui est pour nous une aspiration tout à fait importante. Nous avons la démarche cradle to cradle, du berceau au berceau, d'économie circulaire impact positif. On peut voir énormément d'effets, notamment aujourd'hui à Amsterdam. Nous avons des entreprises mondiales qui aujourd'hui travaillent sur non seulement le maintien, mais le maintien de la matière première stratégique éternellement dans les processus de construction, dans les processus de fabrication, dans les processus de commercialisation. Donc nous allons proposer ce challenge aux entreprises et aux territoires de Bretagne et aux citoyens de Bretagne, mais nous partirons par contre sur la base des compétences des uns et des autres. Nous sommes persuadés que partout, dans toute commune, dans toute collectivité, dans toute entreprise, il y a des excellences, et c'est sur ces excellences-là que nous allons partir pour construire des excellences supplémentaires et embarquer l'ensemble de la Bretagne qui le souhaitera, en tout cas, sur ce produit intérieur net de tout impact négatif sur l'environnement, la santé et l'emploi. Quel est votre point de vue sur l'éolien offshore et que pensez-vous de la filière hydrogène dont on parle aussi pas mal en ce moment? Donc je suis assez effondré de voir comment, après tant et tant d'années d'aspiration à avoir des parcs éoliens en haute mer sur la baie de Saint-Brieuc, nous nous retrouvons avec des conflits de rejet. Les pêcheurs ne sont pas d'accord du tout. Les collectivités sont plus associées. Ce projet semble être un projet complètement hors sol qui ne bénéficie pas au territoire. Il y a une vraie incompréhension. Je suis effondré de voir à quel point nous n'arrivons pas en Bretagne à nous mettre d'accord. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord? Parce que c'est encore quelque chose qui est décidé de là-haut, qui nous est imposé par là-haut et qui n'est pas un projet territorialisé. Donc il faudra qu'on remette de l'ordre là-dedans, qu'on remette du sens là-dedans et qu'on remette peut-être beaucoup de participation citoyenne, y compris dans les investissements éoliens. L'hydrogène, évidemment, c'est une aspiration importante parce qu'on peut produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, donc éoliennes et photovoltaïques, donc c'est très, très intéressant et c'est aujourd'hui, il est vrai, l'énergie la moins polluante et la plus écologique que l'on puisse connaître.
mais allons regarder aussi ailleurs d'autres choses qui sont émergentes et qui peuvent nous intéresser. Je pense par exemple à l'air comprimé qui aujourd'hui est c'est vrai, en cours de recherche et développement, mais qui pourrait surgir dans notre territoire, surgir dans notre vie ordinaire et permettre enfin d'accélérer l'autonomie énergétique de la Bretagne. Comment avoir enfin la transparence sur les origines des algues vertes et les risques qu'elles engendrent réellement pour la vie des vivants qui les approchent? Oui, je crois, sur les algues vertes, évidemment, c'est terrible parce qu'on n'a presque pas envie d'en parler parce que ça donne une image tellement négative de la Bretagne et puis c'est une source de conflit entre les écologistes d'un côté et l'agroalimentaire de l'autre, les agriculteurs, tout cela crée des ambiances extrêmement pénibles. Ça n'est pas ce que souhaite la Bretagne. Donc nous devrons nous en sortir de ces algues vertes. Bien sûr, nous savons la cause de ces algues vertes, nous savons aussi comment procéder. Maintenant, c'est l'action qui compte. Et là encore, plutôt que d'avoir des solutions toutes faites clés en main, qu'elles soient issues des scientifiques ou qu'elles ne soient pas issues des scientifiques, il n'empêche que nous devrons nous retrousser les manches pour trouver des solutions pour en finir avec des algues vertes. L'habitat léger peut-elle être une réponse, une alternative à un accès à la difficulté pour certaines populations d'accéder à la propriété? La région Bretagne, avec son mandat à la SAFER, faciliterait-elle la pose de ce type d'habitat sur ce type de zonage agricole dans des surfaces qui ne sont pas adaptées aux cultures mais classées comme telles, donc inconstructibles? Oui, la question porte sur donc l'aménagement urbain du territoire. Évidemment, nous devons, ça a commencé, mais c'est encore beaucoup trop lent. Nous devons arrêter évidemment la consommation de foncier agricole ou de foncier de biodiversité pour construire. Voilà. Chaque commune a la fâcheuse habitude de dégager des terrains qui sont donc des terrains constructibles, alors que nous avons dans l'intérieur de la zone urbaine, nous avons des espaces vides, des dents creuses, des maisons abandonnées, et nous pouvons, dans chacune des communes, et c'est ce qu'a déjà commencé à faire l'établissement public foncier régional, de travailler sur une réflexion d'urbanisme dans lequel on peut réhabiter, reconstruire le bourg sur lui-même, en travaillant bien sûr sur aussi l'importance des espaces verts en centre-bourg et en centre-ville, de telle manière que les villes de Bretagne, vu le réchauffement climatique qui s'annonce, soient des villes vivables. Et donc pour ça, il faut qu'elles soient arborées. L'autre aspect, c'est sur la question, je dirais, de la sécurité alimentaire. Bon. Normalement, chaque commune de Bretagne, devrait assurer la sécurité alimentaire de sa population. Alors pour l'instant, on a des schémas. On a des schémas qui sont technocratiques, on regarde un peu ce qui existe, mais ça n'est pas opérationnel. En cas de crise, par exemple, que se passe-t-il si on veut nourrir vraiment nos populations? Et là, ça demande une réflexion très offensive, à mon avis, d'une relation beaucoup plus tenue, beaucoup plus directe, je dirais, beaucoup plus constante entre la ville et la périphérie urbaine, ou la périphérie des villages, où l'agriculture doit avoir une position centrale, qui est une position de nourrir les populations, notamment en cas de difficultés, de pandémies, de crises diverses, qui ne peuvent que arriver à nouveau, compte tenu des difficultés climatiques qui s'annoncent à nous. Donc nous avons là un espace extrêmement intéressant, convivial, à investir avec l'ensemble des Bretonnes et des Bretonnes, et des collectivités et bien entendu des modes d'agriculture. Sur les habitats légers, il est évident que c'est une solution. Cette solution, elle est très difficilement acceptée aujourd'hui par les maires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fiscalité avec ces habitats légers. Moi, je suis partisan des habitats légers parce que c'est une aspiration sociale et nous travaillerons avec les communes volontaires qui le voudront, donc sur l'ensemble du territoire breton. Nous lancerons un projet sur ces habitats légers ou constructions éphémères, de telle manière que ces communes puissent être aidées à accueillir ces populations qui aujourd'hui aspirent à vivre dans un mode différent, où les gens ne veulent plus forcément investir auprès de la banque pendant 25 ou 30 ans
pour habiter un logement. Ils veulent y habiter aussi, pas tout le temps, ils veulent y habiter pendant 3 ans, 4 ans, etc. C'est des nouvelles formes d'habiter et il va falloir les favoriser en Bretagne parce qu'il y a une très forte demande sociale et en plus elle est fortement humaniste. Une question un petit peu longue. Nous avons Pas sur de le canal de Nantes à Brest via Lorient un barrage hydroélectrique. Cet ouvrage condamne la circulation fluviale et pénalise le tourisme en Centre-Bretagne. Peut-on envisager un bypass en amont du lac de Guerlédan ou sa destruction, sachant que chacune des nombreuses écluses est potentiellement une production d'énergie largement supérieure au barrage? Alors voilà un sujet très, très technique, très politique, qui peut devenir extrêmement polémique. Donc voilà quelque chose, un sujet qui pourrait très bien être donné à la réflexion de la Convention citoyenne, puis ensuite du Conseil régional. C'est-à-dire une expertise qui prenne la mesure de l'ensemble des solutions et des perspectives qui s'offrent pour le canal d'Île-et-Rance. Et je crois qu'à ce moment-là, nous arriverions nous-mêmes à avoir des positions qui soient des positions qui soient acceptées. Nous sommes dans une société bretonne qui est toujours en opposition quelque part. Dès qu'il y a une idée un peu différente, ou en tout cas ou une idée qui heurte le territoire, ou qui heurte certains intérêts, ou qui heurte certaines habitudes, à ce moment-là, on rentre opposition contre opposition, et c'est le tribunal qui arbitre. C'est pas une société saine. Donc il faut remettre de la démocratie dans tout ça, et ne pas arbitrer a priori, mais d'arbitrer a posteriori, quand l'ensemble de l'expertise aura pu être conduite par les Bretons et les Bretonnes et les gens intéressés par le sujet, dont celui-là, sur le canal d'Île-et-Rance. Comment accompagner concrètement la culture demain en Bretagne, puisque la filière semble ne pas pouvoir se relever seule, et peut-être pas avant 2022? Oui, c'est encore, vous voyez, une liste de questions. Là, c'est sur la culture. On peut, comme ça, si vous voulez, être dans une logique de questions-réponses, une espèce de jeu des 1000 francs, des réponses à faire aux Bretonnes et aux Bretons. Je crois que c'est vraiment pas la solution. Il nous faut un challenge sur la culture en Bretagne, c'est clair, avec des objectifs extrêmement pointus, extrêmement pointus. Et après, au lieu d'avoir des solutions, des réponses financières, des réponses techniques, des réponses, c'est de mettre en mouvement toutes les réponses qui peuvent émerger de l'ensemble des territoires. Nous avons des propositions qui peuvent arriver, qui sont extrêmement précises. Je pense à une, par exemple. Je pense à une auquel je tiens un peu, mais c'est une des propositions parmi tant d'autres qui vient d'artistes que j'ai rencontrés, qui se disent, nous, ce qui serait bien pour jouer dans les bars, pour jouer dans les petites salles, dans les tiers-lieux qui sont très nombreux aujourd'hui en Bretagne, c'est que la Bretagne et les collectivités puissent prendre en charge, par exemple, les coûts patronaux payés par aujourd'hui les tiers-lieux qui accueillent ces artistes. Pourquoi? C'est pour éviter le travail au noir, c'est pour permettre aux artistes d'avoir leurs indemnités d'intermittents. Et donc, voilà quelque chose qui est une belle réflexion. Après arrivera la question, mais comment financer ça? Peut-être financer ça par une participation des festivals sur un taux marginal, par exemple, de chaque billet vendu en Bretagne. Donc, tout ça, ça donne beaucoup d'initiatives. Et quand nous serons élus, nous ferons un appel à proposition. Ce sera presque le premier appel à proposition qu'on en fera. Ce sera sur la culture. Voilà. Ben, écoutez, merci. Vous avez été très nombreux. Merci pour votre patience surtout. Et puis nous allons faire certainement, vous envoyer certainement des nouvelles concernant les élections régionales et notre projet pour les élections régionales. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ma page Facebook. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. À très bientôt.